Bienvenue dans ce nouveau webinaire qui va porter aujourd'hui sur la solution Microsoft Azure. Donc, je suis Sandra Michel, responsable marketing au sein de Neos SDI et je suis accompagnée de Pascal Paré, business manager infra chez Neos et de Nicolas Berthier, consultant avant-vente chez F5 Networks. Donc nous allons donc voir aujourd'hui dans ce webinaire Windows Azure. Donc on va faire une petite introduction sur cette solution. Ensuite on va aborder les scénarios phares. Et puis comment F5 optimise la solution Azure. Et enfin notre démarche, par où commencer sur Azure. Je vais vous faire une petite rapide présentation de Neos pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Neos SDI, c'est un cabinet d'ingénierie spécialisé uniquement sur les technologies Microsoft. Nous sommes un peu plus de 180 collaborateurs répartis sur Paris, Lyon, Toulouse et Dijon, où se situe notre centre de service. Nous nous positionnons sur une très large gamme des solutions Microsoft, puisque nous sommes capables de répondre à vos enjeux autour des solutions d'infrastructure collaboratives liées à des développements spécifiques ou encore sur de la BI. Et nous sommes également acteurs sur des enjeux plus business comme le cloud et la transformation numérique, le CRM, la gestion de projet et les solutions métiers. On a également une très forte compétence sur la partie adoption, donc tout ce qui touche à l'accompagnement au changement, au conseil en amont et en aval des projets, ainsi que sur la partie support et maintenance de vos solutions et applications. Donc je vais vous céder, je vais céder la parole à Pascal, qui va donc commencer le webinaire sur qu'est-ce que Windows Azure. Bonjour à tout le monde. Alors, pour commencer ce webinaire, ce que je vous propose avant, c'est de dresser un tableau un peu général de ce que nous, on constate dans les projets sur l'évolution du système d'information. On a fait un certain nombre de constats. Ces constats sont les suivants. L'externalisation des commodités en mode SaaS dans le système d'information est une réalité qu'on vit. Quand on regarde les projets de migration vers Office 365 qu'on rencontre, c'est quasiment la majorité des projets que l'on a, avec une segmentation en fonction de la taille des entreprises qui est un peu différente, mais c'est un autre sujet. Office 365 clairement facilite cette approche. Donc Office 365, c'est la stack collaborative online de Microsoft et on se rend compte qu'elle transforme les usages. Donc ça implique derrière un certain nombre de méthodologies d'accompagnement au changement qui doit être lié à l'exécution de ces projets-là. Ce qu'on commence à constater depuis quelques mois, c'est que l'heure maintenant est à l'externalisation d'autres briques du SI. On va en passer quelques-unes en revue autour d'Azure, mais ce mouvement d'externalisation qui a commencé, il va perdurer et il va s'étendre, et c'est un élément qui est important, qui est intéressant, et sur lequel Azure peut proposer un certain nombre de choses particulièrement intéressantes. Le constat aussi qu'on fait, c'est que le mouvement, il est extrêmement rapide, il est beaucoup plus rapide que ce que l'on avait escompté, et compte tenu des accélérations des courbes d'adoption sur les technologies, on peut juger que l'adoption d'Azure sera tout aussi rapide. Alors, les différentes raisons qui peuvent mener à ces constats elles sont diverses. Il y a évidemment l'impact de la révolution digitale et de la nécessaire adaptation du système d'information. Il y a une politique de contrôle qui essaye d'endiguer un peu le développement du shadow IT qui nous aide dans ce mouvement-là. La nécessaire réduction des coûts. Donc tout ça peut concourir en fait à ce mouvement. Alors, Windows Azure, en deux mots, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va être très rapide. On peut le voir globalement comme un data center supplémentaire ou comme un data center pour des petites entreprises sur lequel on va être capable de faire reposer une partie de son système d'information. Un des intérêts de ce data center, en dehors du coût sur lequel on pourra revenir, c'est d'offrir des SLA qui sont particulièrement intéressants.
On est sur un modèle de facturation des ressources à la consommation. Si j'ai une VM que j'allume pendant 12 heures, ben je ne paierai la VM que pendant 12 heures. Il faut voir Azure de façon un peu plus complète qu'un data center. C'est évidemment une usine AVM, mais c'est beaucoup plus que ça. On dispose d'un certain nombre de services et d'un outillage. Alors on voit une décomposition possible sur la droite qui va nous permettre d'offrir à la fois des services en mode complètement IaaS, donc de faire tourner des VM, mais aussi des services en mode PaaS pour faire tourner et exécuter des applications, ainsi que quasiment des services en mode SaaS, comme on peut trouver par exemple autour des stacks de Big Data. On va aussi trouver des choses qui sont particulièrement intéressantes autour des capacités d'hybridation et d'accostage avec votre SI, qui est une des conditions de réussite, on le reverra tout à l'heure, de l'exécution des projets sur Azure. Alors les services Azure, on en a une kyrielle, la slide serait trop petite pour tout mettre. On en voit ici, c'est multicouches, on a des choses qui arrivent au niveau du data storage, au niveau du compute, au niveau du web et des choses qui arrivent pour les développeurs. C'est multicouches, c'est multiservices et quelque chose qui est particulièrement intéressant, c'est aussi multifournisseurs. On aura l'occasion d'y revenir. Un data center, c'est pas seulement des VM, c'est des services applicatifs, mais c'est aussi des services réseau. Il faut la capacité dans un data center, fût-il hébergé chez Microsoft, de contrôler les flux réseau applicatifs et de les sécuriser. Et pour ça, il y a un certain nombre d'éléments qui sont intéressants, et notamment l'offre F5 qu'on va détailler et qui vient notablement enrichir en fait les infrastructures qu'on va être amené à déployer. Donc, si on passe un tout petit peu sur les différents scénarios qui sont possibles, alors on a fait une sélection de 5-6 scénarios. C'est une sélection qui est relativement arbitraire, qui est évidemment pas exhaustive, mais qui est simplement là pour illustrer les capacités d'Azure. Il est évidemment possible de combiner entre ces scénarios. Et si les scénarios que vous voulez déployer sont en dehors de ceux qui sont présentés, évidemment, on se fera un plaisir de vous accompagner dans leur exécution. On vous a mis ici sur ce slide, d'une part, les scénarios qu'on va détailler, et d'autre part des scénarios sur lesquels on pourrait revenir ultérieurement, comme des scénarios de ferme remote desktop, comme des scénarios d'internet des objets, des scénarios de marketplace ou de big data qui sont assez passionnants et pour lesquels Azure peut être une plateforme d'exécution idéale. Une façon très simple de réfléchir à ces scénarios avant qu'on les détaille, c'est de considérer en fait le data center Azure comme une extension naturelle de son système d'information. À partir du moment où on entre dans ce débat et qu'on a compris le mode de facturation d'Azure, finalement les scénarios vont apparaître relativement naturellement et les freins qui pourraient bloquer à l'exécution de ces scénarios qui sont finalement les capacités d'hybridation d'Azure par rapport à votre système d'information sont levés puisque à toutes les couches, que ce soit au niveau réseau, au niveau gestion des identités, au niveau application, on est capable de faire accoster le data center Azure avec son système d'information. Alors, premier scénario de débordement de ressources. Je dirais que c'est quelque chose qui est assez classique et qui est souvent un point d'entrée en fait qui va nous permettre d'appréhender ce qu'on est capable de faire avec Azure. Le besoin, c'est le suivant. J'ai besoin de provisionner rapidement un environnement de test ou un environnement de production. J'ai besoin de répondre à un besoin de montée en charge qui peut être planifié ou qui peut ne pas être planifié, ou alors j'ai besoin de répondre à un besoin ponctuel de ressources, par exemple pour faire face à une campagne marketing, pour faire face éventuellement, on y reviendra un peu, mais à des besoins de test. Ces besoins de ressources, en général, on a plutôt tendance à les considérer de manière intuitive comme des ressources de VM. Ça peut être des ressources en termes de réseau, ça peut être des ressources en termes de stockage, ça peut être l'accroissement de ressources sur une infrastructure existante. Face à ce besoin, et c'est comme ça qu'on va un peu présenter les scénarios, on met en rapport des solutions techniques qui existent sur la plateforme Azure.
on va mettre à disposition des mécanismes d'automatisation et d'orchestration des ressources qu'on va vouloir provisionner. Donc c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça va nous permettre d'industrialiser en fait l'exécution de scénarios de débordement de ressources en permettant d'adapter à la hausse ou à la baisse ce qu'on va mettre à disposition. Si on veut être un peu plus complet, évidemment, on essaiera d'avoir des mesures qui nous permettent d'anticiper le déploiement et la mise à disposition de ces ressources. Alors, une fois qu'on a établi ce scénario, on reviendra tout à l'heure dans la conclusion sur la façon dont on peut vous accompagner, mais ce qu'on vous propose, c'est de réaliser des POC, qui est souvent une très très bonne façon d'appréhender un peu Azure, et dans le cadre du POC qui pourrait être associé à ce scénario-là, on peut imaginer évidemment de créer une souscription Azure. Alors il ne faut pas seulement l'imaginer, il faut le faire si on veut avoir une chance que ça fonctionne. On mettra ou pas en place un VPN entre vos data centers et le data center Azure en fonction des besoins que vous pouvez avoir. Et ensuite, on va automatiser le déploiement d'une VM ou de la ressource en fait que vous souhaitez avoir. Alors c'est généralement relativement simple. Si jamais c'est tout juste par exemple du stockage supplémentaire qu'on souhaite mettre à disposition, c'est vraiment des scénarios techniques qui sont rapides à mettre en œuvre. Les bonnes pratiques que l'on a pu recueillir au fur et à mesure des multiples projets Azure qu'on a déployés, c'est tout de suite d'intégrer dans le processus de provisionnement et d'exploitation les notions de coût et bien comprendre les inducteurs de coût. Ce qui peut marcher sur un POC avec une VM ou avec 10 gigas de stockage aura peut-être plus le même sens économique si je passe à 5000 VM ou 500 Tera de stockage. Donc tout de suite, il faut penser le POC avec une optique de généralisation et évidemment mettre en face les mécanismes de supervision adaptés, d'une part d'un point de vue technique et d'autre part d'un point de vue économique. Scénario numéro 2, relativement classique et là aussi facile à mettre en œuvre, c'est l'externalisation de backup. Le besoin, il peut être double. D'une part, si jamais on n'a rien sauvegardé, tout simplement effectuer des sauvegardes et considérer que Azure peut être un excellent repository en fait pour stocker mes données de sauvegarde, ces sauvegardes étant soit des sauvegardes de poste client, soit des sauvegardes de poste de serveur. L'autre besoin peut être tout simplement de dire j'ai déjà des sauvegardes, mais je souhaite avoir un autre vecteur, un autre repository pour externaliser mes sauvegardes plutôt que d'avoir des bandes qu'il faut stocker sur dans des coffres. La solution qu'on va proposer pour ça, c'est Azure Backup, enfin une combinaison d'Azure Backup, de Data Protection Manager éventuellement, et quelque chose qui s'appelle l'Azure Backup Vault, qui va nous permettre, tout simplement, pour l'agent d'être déployé sur des clients ou des serveurs, de remonter intelligemment les données de backup sur Azure. Alors quand je dis intelligemment, je fais un snapshot au début et après je fais des backups incrémentaux qui vont remonter sur Azure. Il faut savoir que tout ça, ça peut être couplé avec DPM, Data Protection Manager, pour aller effectuer des sauvegardes un peu plus fines, notamment de serveurs et de serveurs applicatifs. Vous en avez la liste sur la droite. Dans le cadre d'un POC, on va évidemment créer une souscription Azure et sur des actions techniques d'une journée ou 2 journées, et on va proposer d'effectuer toutes les actions de backup restore d'une arborescence de fichiers, éventuellement d'inclure tout ça dans une architecture avec DPM. Alors les bonnes pratiques, qui dit backup dit test de restauration. C'est une lapalissade, mais enfin ça fait vraiment partie des choses qu'il faut répéter. Et dans le cadre du POC, évidemment on valide qu'on est capable de sauvegarder, mais on valide qu'on est capable de restaurer. Dans le processus de restauration, évidemment, il faut intégrer la notion de dépendance au réseau, qui est une condition sine qua non pour récupérer ce qu'on a sauvegardé. Et là encore, évaluer les coûts. Scénario numéro 3, qui est vraiment très très intéressant, c'est le scénario de PRA. Alors il est intéressant techniquement, mais ça on se fait plaisir, je dirais, entre informaticiens. Il est aussi intéressant économiquement. En général, quand on veut avoir un data center de PRA, c'est quand même des coûts qui sont relativement importants. Avec Azure, on va avoir la capacité d'avoir
le coût au moment de mon PRA. Alors on va avoir en fait une décomposition de deux coûts au niveau du run du PRA et au niveau du moment où je sauvegarde en fait mes VM, mais on va arriver sur des coûts finaux qui vont être sans aucune commune mesure avec ce qu'on pourrait avoir si on avait un deuxième décès. Donc le besoin, en fait, il peut être double, assurer alors soit une possibilité de reprise d'activité, soit une possibilité de continuité d'activité. Donc on peut être dans des notions de PRA, PCA. Le but ici, il n'est pas d'établir en fait ces différents concepts-là et d'assurer la disponibilité de VM de secours. Et c'est tout aussi important l'orchestration de la reprise. Il ne me suffit pas simplement de savoir que mes VM et mes données sont backupées. Si j'ai pas un mécanisme d'orchestration de la reprise lors de l'exécution de mon PRA, je vais un peu au mur. Donc en termes de solutions, on a une brique Azure qui s'appelle Azure Site Recovery, que je peux éventuellement compléter en mettant en œuvre des scénarios de backup. On va s'appuyer sur les couches Hyper-V, SCVMM, donc l'hyperviseur et l'outil de gestion de machines virtuelles pour exécuter d'une part les sauvegardes et d'autre part la reprise d'activité sur le data center Azure. Le POC qu'on va proposer dans le cadre de l'exécution de ce scénario-là, ça va être l'ouverture d'une souscription, une éventuelle mise en place d'un VPN et puis donc la mise en place et le test d'un PRA sur un environnement restreint. Dans le cadre du POC, si on a 2-3 jours d'action technique, on va partir sur l'exécution d'un PRA avec 2 VM par exemple qui nous permettront de valider le concept et de bien comprendre comment ça fonctionne. En termes de bonnes pratiques, alors évidemment ce sont des bonnes pratiques qui sont assez classiques dans l'exécution d'un PRA. On va classifier au préalable les applications à inclure dans le PRA, donc on va les segmenter en fonction de ce qui est business critique, pas critique, et puis on va commencer à avoir les notions de RPO, etc. qu'on va intégrer ici. Et puis ne jamais oublier qu'un PRA c'est un outillage, des process et des hommes, et qu'il faut tester régulièrement. Un PRA, c'est pas simplement une histoire de technologie. Dans les grands groupes, il n'est pas rare de voir des PRA qui sont testés une fois par semestre, voire une fois par trimestre. Autre scénario extrêmement intéressant, c'est la gestion des identités. Azure arrive avec son annuaire, Windows Azure Active Directory. Cet annuaire porte en lui-même un certain nombre de capacités intéressantes au niveau de la gestion des identités. Donc ça peut répondre à des besoins qui vont être... Alors le besoin souvent un peu primaire, c'est j'ai un tenant Office 365, j'ai un tenant Azure, j'ai envie de corréler mon Active Directory avec l'annuaire Azure ou avec l'annuaire 365. Je peux un peu augmenter le besoin en disant écoutez, maintenant moi j'ai migré des applications dans Azure et je voudrais les authentifier avec mes identifiants on-premises. Et puis j'ai un besoin qu'on trouve de plus en plus souvent qui est de dire finalement je voudrais un référentiel d'authentification unique pour l'ensemble de mes applications SaaS. Donc en se basant sur des protocoles d'authentification publics et standards. Donc on sait répondre à ces trois types de besoins avec Windows Azure Active Directory. Donc on va tantôt utiliser Windows Azure Active Directory, on va tantôt utiliser les possibilités de se connecter, de synchroniser notre Active Directory avec l'Active Directory sur Azure, avec l'outil Azure Active Directory Connect. On va pouvoir aussi utiliser la couche IaaS d'Azure, pourquoi pas, en allant installer un domaine contrôleur dans Azure. Et puis on a des choses très intéressantes qui arrivent en preview actuellement, qui sont Windows Azure Active Directory Domain Services, et qui va me permettre directement de connecter mon architecture AD avec l'annuaire dans Azure. Donc en termes de POC, on va proposer évidemment l'ouverture d'une souscription et puis selon les besoins, on va être capable de créer un tenant, de mettre en place une synchronisation du DC avec le tenant de 365, de paramétrer Azure Active Directory Domain Services, de mettre en place un domaine contrôleur dans Azure ou alors de paramétrer le contrôle d'accès d'Azure Active Directory pour permettre l'authentification d'applications SaaS directement depuis Azure. Et puis évidemment, on va tester tout ça.
En termes de bonnes pratiques, c'est mesurer l'ensemble des adhérences qui peuvent être liées à l'authentification sur AD, et notamment de l'envisager très en amont et d'envisager la généralisation. Qu'est-ce que ça va donner quand je vais authentifier tout le monde dans Azure? Quelles sont les adhérences avec tantôt mes GPO, tantôt les protocoles d'authentification de mes applications tierces? De procéder à un nettoyage préalable de l'AD. Si on exporte du bazar, ben on retrouve du bazar au final. Et puis d'intégrer à une réflexion globale sur les processus qui sont liés à la sécurité et à la gestion des accès et des entités, avec la politique de sécurité de la société. Une autre bonne pratique qui apparaît pas ici, c'est à partir du moment, par exemple, où je vais installer un domaine contrôleur dans Azure, d'intégrer les notions de topologie réseau et de flux dans ma réflexion. Pour deux raisons. D'une part, des raisons techniques. Si j'arrête pas d'aller chercher et interroger et requêter mon domaine contrôleur sur Azure, ça risque de me prendre un tout petit peu de temps en fonction du réseau que je vais avoir. Et d'autre part, pour des raisons économiques, puisque je vais payer en fait le flux réseau sortant. Scénario 5, le scénario de stockage hybride. Donc là, c'est un scénario que nous on voit de plus en plus souvent en fait et qui arrive souvent par le biais d'Office 365 où l'idée c'est de se dire eh bien j'ai externalisé mon stack collaboratif et je voudrais disposer d'espaces de stockage sécurisés, fiables et aller plus loin dans ma politique d'externalisation. Alors les besoins, donc disposer d'espaces de stockage sécurisés et fiables, ça peut aussi répondre à un besoin qui est de rapprocher physiquement le stockage de l'utilisateur ou des applications, soit pour des besoins qui peuvent être des besoins chroniques, soit pour des besoins ponctuels. On a vu par exemple dans le cas on a des exemples de projets et notamment au niveau de certaines ONG qui pour des opérations ponctuelles d'aide sont obligés de se déployer en fait sur des zones géographiques et du coup d'avoir pendant un moment un accès relativement géographiquement proche en fait du lieu de stockage. Et puis je peux faire face à un besoin ponctuel d'espace de stockage, dans le cadre par exemple, pourquoi pas, de calcul big data ou que sais-je. Donc les différentes solutions qu'on va avoir en face de nous pour couvrir en fait ce scénario-là, ça va être les différents modes de stockage sur Azure. Donc dans la stack Azure, on peut stocker en fait les éléments sous forme de blobs, de tables, de files d'attente. On a des bases SQL, on a des bases NoSQL. On a des choses qui peuvent être intéressantes aussi, qui sont les services de fichiers Azure, où je vais avoir la possibilité de faire un partage SMB en fait sur que je vais essentiellement utiliser sur ma souscription Azure. On a une appliance Store Simple qui est intéressante puisqu'elle peut faire le lien entre ce qu'on pourrait traditionnellement servir par un serveur de fichiers ou une baie SAN et Azure, où on va avoir un mode de stockage en tiering. D'une part en tiering sur l'appliance, je commence par accéder à mes SSD pour les données qui sont accédées relativement souvent, je bascule sur un stockage un peu moins performant, et puis éventuellement ensuite pour les données qui sont accédées de manière plus occasionnelle, en fait, je vais aller stocker ça sur Azure. Et puis on a un autre stockage qui est très intéressant aussi dans certains cas de figure sur Azure qui s'appelle le stockage premium et qui offre des capacités en termes d'IO qui sont particulièrement intéressantes pour des applications qui sont très consommatrices d'accès en termes de stockage. En termes de POC, donc on va ouvrir une souscription et selon les besoins, eh bien on va choisir la solution de stockage la plus adaptée. Et on va valider la pertinence de la solution, notamment sur les temps d'accès, dès lors qu'on commence à travailler sur des stockages qui vont être accédés directement ou indirectement par les utilisateurs finaux. En termes de bonnes pratiques, il est très important de segmenter les données en amont de la mise en application de ce scénario de stockage. Pourquoi? On va évidemment avoir des données froides, on va avoir des données chaudes, on va avoir des données collaboratives
dont on s'apercevra assez rapidement que finalement il vaut mieux les stocker dans Office 365. On va avoir des données qui sont sensibles, donc après on va se plier à une politique d'entreprise qui est qu'est-ce que je mets dans le cloud, qu'est-ce que je mets chez moi. Donc cette segmentation des données, elle est importante à faire en amont en fait de l'exécution de ce POC. Et puis pareil, à étudier les coûts autant en interne qu'en externe au niveau du stockage. Enfin, dernier scénario, le scénario passe. Donc là, on va retrouver là-dedans l'ensemble des problématiques qu'on va avoir et qui vont être liées au développement. Donc on déborde en fait un tout petit peu de l'infra pour couvrir des besoins qui sont liés à des besoins de développement, de test, d'hébergement d'applications. Dans les différentes réponses qu'on va apporter, on va devoir combiner des scénarios en PaaS ou en IaaS. Alors, si on veut recenser les différents besoins qu'on peut couvrir, ça va être concentrer les ressources des développeurs sur des aspects métiers et essayer d'amoindrir le temps et les ressources qu'on va allouer à la partie infrastructure, de disposer d'un environnement d'exécution à des fins de test ou de pré-production. C'est des choses qui peuvent être très intéressantes et on peut gagner en qualité de livrable puisqu'on va être en capacité de multiplier les environnements de test, donc finalement produire des choses qui sont plus fiables, de tester la montée en charge d'applications. Là on va pouvoir pousser le potentiomètre au maximum de ce qu'on pourrait faire et peut-être au-delà de ce qu'on pourrait faire en utilisant nos propres ressources. Et puis de disposer d'environnements de production qui sont évolutifs. Il n'est pas rare de lancer des développements, par exemple B2C, sans savoir finalement quel va être le sizing final de l'application. Partir sur des solutions comme ça, en fait, va permettre d'adapter le modèle de ressources par rapport aux besoins. Et là aussi, il va falloir bien comprendre les inducteurs de coûts et adapter en fait le mécanisme de facturation au business model. Donc en termes de solutions, on va retrouver en fait trois types et trois classes en fait de propositions. Les solutions de provisioning Azure relativement classiques, là on est dans le modèle IaaS, mais qui peut permettre en fait de décharger les entités de développement de ces problématiques d'infrastructure. Toute la couche dite Apps Services, et là il est intéressant de noter en fait que cette couche d'exécution d'application va bien au-delà de l'offre Microsoft. On est capable de faire tourner du Java, on est capable de faire tourner du PHP, du Python, et ensuite l'intégration des environnements de développement de Microsoft avec Windows Azure. Donc en termes de POC, on va évidemment ouvrir une souscription. On peut imaginer de déployer et d'automatiser par exemple un environnement de test qu'on va être capable de mettre dynamiquement à disposition des développeurs. En termes de bonnes pratiques, deux choses. Donc modéliser et formaliser les environnements de test. Donc là, il y a des choses qui sont très intéressantes, notamment autour du modèle de ressources d'Azure, du modèle ARM, et de la capacité maintenant qu'on a à modéliser complètement les environnements avec les fichiers JSON, donc pour industrialiser le déploiement de ces environnements-là. Et puis, encore une fois, alors il faut évidemment prendre en compte les inducteurs de coûts dans le projet. C'est pas forcément des choses qu'on a l'habitude de faire ou que les développeurs ont l'habitude de faire. Maintenant, il faut le faire, comme beaucoup de choses, de façon intelligente, mais sans que ça vienne pervertir le modèle de développement. Donc, ça peut être un exercice d'équilibre qui peut être intéressant, mais en tout cas qui est nécessaire. Donc voilà pour les différents scénarios phares qu'on peut trouver sur Azure. Maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est comment on peut compléter tout ça avec l'offre F5. Bonjour à tous, Nicolas Berthier, Société F5. Donc ce que je vous propose en fait en complément de ce qu'a présenté Pascal sur les possibilités offertes par l'infrastructure Azure, en fait, c'est comment on vient compléter ces différents services offerts par Azure avec en fait la capacité qu'on va avoir à traiter en fait le flux applicatif. On a vu comment on pouvait provisionner des applications assez rapidement, utiliser Azure pour faire du débordement de trafic ou du PRA. Quand on pense ce type d'activité, ce type de solution, il va falloir penser aussi à comment je vais envoyer mes utilisateurs vers la bonne ressource à un instant T et comment je vais envoyer ces utilisateurs de manière sécurisée et optimisée.
Donc rapidement une petite présentation d'F5 hein, sur notre secteur d'activité. Donc on est référencé au niveau des différentes études et du marché en tant que ADC, Application Delivery Controller. Donc comme son nom l'indique, en fait c'est un équipement qui va se positionner dans une infrastructure réseau, qu'elle soit physique, classique entre guillemets data center, ou virtuelle sous forme de VM, et notamment dans les infrastructures Azure, mais aussi sur des environnements de type cloud privé. Et donc cet équipement va avoir pour objectif en fait de se positionner en passerelle d'accès entre les utilisateurs et les applications, principalement des applications web, mais pas uniquement, et va rendre en fait un certain nombre de services applicatifs. Donc ces services applicatifs, vous en avez ici un aperçu, sans rentrer dans le détail de tous les services. L'idée en fait c'est de proposer trois types d'optimisation d'accès à l'application, orientés à la fois autour de la disponibilité, avec des fonctionnalités de reprise instantanée de trafic, de reroutage de trafic en cas de perte d'un serveur applicatif ou en cas de perte d'un data center. Ensuite des services orientés autour de la sécurité, avec en bout de deux grandes classes de fonctionnalités, des fonctionnalités de contrôle d'accès et d'authentification, et des fonctionnalités qui vont permettre d'inspecter en fait le trafic applicatif pour vérifier que ce trafic qui donc va à destination des applications ne contient pas d'attaque. Et puis un dernier jeu de fonctionnalités qui va permettre en fait d'optimiser les temps de réponse aux applications, puisqu'on a vu que, comme Pascal l'a expliqué, l'application peut être mobile, peut se déplacer d'une infrastructure à l'autre. Les infrastructures et les réseaux qui alimentent ces infrastructures n'ont pas forcément tous la même qualité. Les utilisateurs eux-mêmes sont nomades, se déplacent et parfois à travers des liaisons un petit peu, je dirais, peu optimisées pour de l'accès temps réel à des applications. Donc comment on va pouvoir en fait optimiser ces services. Et puis l'ensemble de ces fonctionnalités en fait va tourner donc sur des équipements. Ces équipements vont s'installer, je dirais, sur des data centers traditionnels. Donc c'est ce que vous voyez en bas à gauche à travers les plateformes Viprion et BigIP. Donc là on est dans une logique de boîte noire d'appliances packagées par F5 et maintenues par F5, mais aussi sous forme de machines virtuelles qu'on va pouvoir là déployer en fait dans tout environnement virtualisé. Et puis une dernière manière d'avoir du service F5 en fait, c'est une offre qui s'appelle Silverline chez nous et qui permet en fait d'avoir du service de sécurité principalement aujourd'hui, mais cette fois-ci en mode service managé. Donc c'est F5 en fait qui gère le trafic et qui vous offre en fait des fonctionnalités notamment de protection des DOS et de Web Application Firewall. Alors concrètement, quelle est l'intégration d'F5 dans Azure? Aujourd'hui, il se décline sur deux modèles. L'idée derrière tout ça, en fait, c'est de rendre aussi simple le déploiement d'un équipement F5 que peut l'être le déploiement d'une VM et d'un service applicatif. Donc on est disponible sur un premier modèle à travers le Marketplace Azure, où donc vous pouvez aller déployer un équipement F5 avec différents niveaux de fonctionnalité en fonction de ce qui vous intéresse, soit peut-être uniquement de la haute disponibilité pour commencer, et puis petit à petit, ou déjà dans un premier temps, fournir directement des services de sécurité. L'autre manière, en fait, c'est d'utiliser, donc ça c'est une intégration très récente, en fait, c'est d'utiliser le service de sécurité web de Microsoft dans Azure, et en fait ce service de sécurité web, ce WAF, opéré et avec une interface à la sauce Azure, en fait, opère des équipements F5 en réalité derrière. Voilà, donc ça c'est les deux moyens. Quand vous déployez un équipement F5 sur Azure, aujourd'hui on n'a pas encore de facturation à la demande, c'est quelque chose qui va arriver, donc aujourd'hui ça passe par l'achat d'une licence que vous achetez via votre vendeur F5 classique, mais aussi on a la possibilité de vous fournir, notamment pour des POC, c'est quelque chose que Pascal a beaucoup utilisé, puisque c'est vrai que c'est des environnements qu'on va beaucoup tester avant de se lancer en production. On a la capacité de vous fournir des licences d'évaluation pour réaliser en fait cette intégration entre vos applications que vous allez migrer sur Azure et les équipements F5. Alors quelques cas d'usage en fait qu'on voulait présenter et qui nous paraissent très intéressants dans la manière dont F5 peut répondre à des problématiques quand on veut déployer des applications sur Azure. Le premier en fait c'est ce qu'on appelle le manque de cohérence de niveau de service, c'est-à-dire que aujourd'hui vous avez sûrement une salle, un data center ou en tout cas une infrastructure d'hébergement d'applications en propre sur laquelle vous avez délivré un certain nombre de services de disponibilité, de sécurité, d'optimisation, des firewalls, des reverse proxy, du cache, de
de la compression, de la gestion du trafic SSL par exemple pour toute la partie chiffrement. Aujourd'hui, ce qu'on constate en fait, c'est que quand les clients veulent migrer vers, on va appeler ça un environnement hybride, hein, c'est-à-dire à la fois une infrastructure en propre et une infrastructure en cloud et notamment sur Azure, la première inquiétude en fait, c'est le maintien du niveau de sécurité. C'est-à-dire que j'ai fait des investissements dans mon data center, j'ai mis en place beaucoup de fonctionnalités de sécurité. Quand je vais déplacer mon application ou créer une nouvelle application sur Azure, je vais pas vouloir en fait perdre en niveau de sécurité et surtout avoir une cohérence en fait sur mes politiques de sécurité entre ces différents data centers, enfin entre ces différents points de présence, pardon. De la même manière, on peut aussi être amené à déployer donc sur Azure et puis peut-être demain sur d'autres infrastructures de type cloud. L'idée là, c'est aussi à travers des solutions F5 de proposer des solutions qui sont agnostiques et qui peuvent s'adapter aux différents environnements, qu'ils soient en propre ou sur une infrastructure de type cloud. Donc l'objectif en fait c'est quoi? C'est de pouvoir fournir le même niveau de service que vous aviez dans vos data centers à travers des équipements F5 de répartition de charges principalement, puisqu'aujourd'hui c'est la majeure partie du marché est adressée à travers ces fonctionnalités ou de sécurité, et de pouvoir en fait facilement les passer sur un environnement cloud. Pourquoi? Puisqu'en fait la solution virtualisée qu'on met à disposition et qui donc va être déployée dans Azure tourne sur le même système d'exploitation que nos appliances. Donc vous pouvez absolument migrer une partie de la configuration et notamment vos politiques de sécurité, vos certificats, vos règles de répartition de charges d'un environnement à l'autre, voire même, pourquoi pas, dans un scénario un peu plus avancé, en fait, de les synchroniser directement entre ce que vous définissez en termes de politique de services applicatifs sur le data center, le synchroniser automatiquement vers les instances virtuelles qui sont dans vos plateformes cloud. Donc ça c'est très important puisque ça va vous permettre en fait de maintenir un même niveau de sécurité, de maintenir un même niveau de services applicatifs. Vous avez peut-être défini que le standard pour publier une application web dans le data center c'est de la haute disponibilité entre, je sais pas, 3 ou 4 machines. Et ben vous allez pouvoir recopier exactement ce même modèle sur une infrastructure Azure. Le gain derrière ça, c'est que vous maintenez donc ce niveau de service, vous diminuez aussi la complexité, c'est-à-dire que vous n'avez pas à gérer deux types d'interfaces, notamment de disponibilité ou d'application, vous maintenez un seul et même produit, et donc vos équipes en fait qui sont formées, qui ont l'habitude de manipuler des équipements sur le data center, peuvent facilement du coup prendre en main les solutions qui vont être déployées dans le cloud. Autre particularité toujours dans cette exigence de sécurité, c'est tout le challenge en fait qui va se poser autour du contrôle d'accès. Là encore, vous avez peut-être mis en place des politiques d'authentification et peut-être d'authentification forte ou de VPN SSL pour donner accès en fait à une partie de votre système d'information ou à vos applications quand elles sont accédées depuis l'extérieur. Donc des mécanismes notamment d'authentification multifacteur, peut-être d'authentification par certificat, d'authentification via des tokens, via des services eux-mêmes en mode cloud d'authentification forte. Donc tout ça a été déployé dans le data center. De la même manière, il n'y a pas de raison quand vous voulez déployer ces applications dans Azure de perdre en fait en termes de niveau de sécurité. Donc là aussi, on va être capable en fait d'implémenter les mêmes politiques d'authentification sur le service Azure que ce que vous avez défini dans le data center. Donc un exemple de déploiement, vous avez dans le data center une brique qui va faire du contrôle d'accès et peut-être aussi fournir des outils et un accès via de la fédération d'identité, donc aujourd'hui basé exclusivement, ce qu'on supporte côté F5 sur du SAML, qui va permettre à la fois peut-être d'authentifier vos utilisateurs sur votre data center, ensuite de les rediriger vers une application en mode SaaS comme Office 365, ou peut-être même en fait vous permettre d'être une gateway, une passerelle d'accès pour les applications que vous-même vous publiez vers l'extérieur et sur lesquelles vous voulez mettre en place de la fédération d'identité. Et on va pouvoir parfaitement dupliquer en fait ce système de passerelle de fédération d'identité et d'authentification sur un environnement Azure, ou en fait tout simplement en créant un service F5 et en dupliquant la configuration, voire en la maintenant synchronisée entre les différents environnements. L'autre challenge, on en a parlé rapidement, c'est de garder le même
le même taux de disponibilité et surtout les mêmes performances attendues par les utilisateurs. Quand vous hébergez une application dans le data center, vos utilisateurs, notamment mobiles, mais aussi vos utilisateurs qui sont sur le LAN et sur votre campus, sont habitués à avoir un certain taux de disponibilité et une bonne réactivité des applications quand ils les utilisent. Si vous déplacez des applications sur un cloud, physiquement on va dire que l'infrastructure s'éloigne, mais les utilisateurs vont attendre le même niveau de disponibilité. Donc quand on déplace une application et qu'on y accède d'un peu plus loin, entre guillemets, on va avoir face à des problématiques notamment de latence, de débit potentiellement. Et donc comment on va pouvoir optimiser en fait ces services-là. Donc on va être capable aussi, au-delà de ça, de fournir de la visibilité sur le trafic. C'est très bien de l'optimiser, c'est très bien de le sécuriser, il faut savoir ce qui se passe aussi à l'intérieur. Et aujourd'hui, avec la généralisation du chiffrement, et particulièrement dans les problématiques d'applications qu'on migre dans le cloud, donc qui sont par nature accédées à travers des réseaux publics, le chiffrement devient une brique indispensable. Le problème du chiffrement, c'est que ça masque aussi, notamment en termes d'activité de sécurité, ça masque en fait la visibilité sur le trafic. Okay. Donc, on va être capable ici de fournir, là encore sous forme de passerelle d'accès, un équipement qui va permettre à la fois, je dirais, de gérer le chiffrement du trafic entre le client et l'application. Peut-être que l'application ne supportait pas le chiffrement, ou peut-être que si je veux mettre en place des fonctions de sécurité en amont des applications, il va falloir que je sois capable de déchiffrer le trafic. Donc ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir implémenter au niveau de la passerelle, comme vous l'implémentiez peut-être au niveau du data center. Et puis quand mon utilisateur va se connecter, peut-être depuis certaines localisations géographiques qu'on va être capable de détecter au niveau du boîtier, on va peut-être mettre en place des mécanismes de cache, de compression, d'optimisation du contenu web, alors qu'il n'était pas forcément nécessaire de le faire quand l'application est accédée dans le data center. Et puis, ça a été dit par Pascal tout à l'heure, il faut vraiment envisager je dirais ces infrastructures de cloud public et du coup de cloud hybride comme une extension du data center. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que on va être capable en fait de localiser l'application sur un environnement ou sur un autre, voire sur les deux en même temps. Et là F5 offre une solution qui est particulièrement intéressante, qui permet en fait, en prenant le contrôle sur le trafic DNS notamment, donc qui permet la résolution de nom, d'orienter assez finement les utilisateurs pour, sous certaines conditions, envoyer par exemple tous les clients sur mon data center, et puis de ne les envoyer dans l'infrastructure Azure qu'en cas d'indisponibilité. Alors on pense tout de suite quand on raisonne un petit peu comme ça, PRA, PCA, à des problématiques de désastre, mais finalement les désastres arrivent relativement peu souvent. Par contre, ce qui arrive beaucoup plus souvent, c'est les opérations de maintenance. C'est-à-dire vos applications, elles vivent, vos systèmes d'exploitation, ils vivent, votre infrastructure de stockage et serveur, elle vit aussi, voire de virtualisation, et donc il va falloir réaliser des opérations de maintenance. Avec ce type de solution, vous allez être capable en fait de lancer des opérations de maintenance entre guillemets n'importe quand, puisque vous aurez en fait à tout moment la capacité de rediriger vos utilisateurs, vos clients finaux, vos partenaires éventuellement, vers l'infrastructure de type cloud. Donc le temps que les opérations de maintenance se déroulent sur le data center, le service continue, mais il est délivré cette fois-ci depuis la plateforme Azure. Et bien sûr, inversement, quand il y aura des opérations à faire dans Azure, on pourra maintenir le trafic utilisateur sur le data center. Donc ce service de disponibilité permet vraiment en fait de présenter l'ensemble des ressources d'hébergement, à la fois data center et cloud, sur une vision unique en fait vis-à-vis du client. Le client ne sait absolument pas à l'instant T où est-ce qu'il est redirigé, et vous avez toute la souplesse justement de piloter cette répartition entre les différents points de présence. Un autre cas d'usage aussi au-delà du PRA PCA, ça a été cité aussi, c'est le débordement de trafic. Une opération marketing, un nouveau produit qu'on lance, on va avoir affaire à un surplus de trafic, et bien plutôt que d'essayer de tout encaisser sur le data center, on va pouvoir déporter une partie de ce trafic vers une infrastructure de type cloud qui va être justement taillée notamment avec de l'utilisation à l'usage pour accepter un surplus de trafic pendant 3 semaines, 1 mois. Donc voilà pour la partie disponibilité, j'ai parlé de la partie optimisation et puis surtout très important, cette partie visibilité sur le flux SSL, notamment si vous avez déjà dans vos
dans votre liste de produits et d'applications, ou si vous avez en projet de publier des applications au format mobile, sachez que le protocole HTTP a évolué pour justement optimiser les accès au mobile, et notamment avec la nouvelle version HTTP2. HTTP2 de base en fait demande à réaliser du chiffrement. Donc ça veut dire que la quantité de trafic chiffré qui va arriver vers les applications va exploser. On estime en 2017 que plus de la moitié du trafic sur Internet sera chiffré, soit via SSL, soit via d'autres technologies, mais en tout cas ce sera du contenu chiffré. Donc si on veut être capable de réaliser des actions d'optimisation et surtout de sécurité, il va falloir être capable en fait de conserver une bonne visibilité sur ce trafic chiffré. Et donc voilà, justement, garder cette visibilité sur le trafic, fournir des fonctionnalités de sécurité de plus en plus avancées parce que les attaques sont de plus en plus complexes, sont multicanales et puis comment dire, sont passés sur un mode un petit peu industriel, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, réaliser une attaque, voler des informations, c'est un business. Il y a énormément d'argent en jeu, notamment autour de la fraude. Donc il va falloir en fait être capable de répondre à ces nouvelles menaces en fournissant de nouvelles contre-mesures, mais ces contre-mesures n'ont aucune action si on n'est pas capable de voir ce qui se passe à l'intérieur du trafic. Alors quel est l'intérêt, hein, bien sûr, de mettre en place ces contre-mesures contre les attaques, parce que c'est bien de se protéger contre les attaques, encore faut-il savoir pourquoi. Il y a quelque chose qu'on oublie assez vite, mais qui est un peu une évidence, c'est de protéger la marque. Si vous avez une certaine visibilité sur Internet ou vis-à-vis de vos clients ou de vos partenaires, vous n'avez pas forcément envie de voir votre site de vitrine se faire défacer ou être compromis, même s'il n'y avait pas de données sensibles à l'intérieur. En termes d'image, c'est compliqué, notamment pour gagner la confiance des clients qui aujourd'hui sont de plus en plus sensibles à ces problématiques de menaces et donc demandent en fait à leurs fournisseurs ou aux applications qu'elles utilisent de présenter un bon niveau de sécurité. Ensuite, derrière, effectivement, c'est de protéger les données. Hein. Aujourd'hui, l'objectif d'une attaque, hein, énormément d'attaques ciblent les applications. Pourquoi? En fait, c'est pour avoir accès aux données qui sont derrière les applications et donc de cibler vos bases de données. Vous connaissez tous les différents exemples qui sont publiés dans la presse, hein, ça va du vol de carte bleue, du compte LinkedIn, des adresses mail. Il faut savoir aujourd'hui qu'une adresse mail se monnaie beaucoup plus cher en termes de revente qu'un numéro de carte bleue. Parce qu'un numéro de carte bleue, vous allez faire peut-être, l'attaquant va faire 2-3 transactions frauduleuses et puis ça va être détecté par la banque, ça va être bloqué. Qu'avec une adresse mail, vous pouvez potentiellement générer des demandes par exemple de réinitialisation de mot de passe sur énormément de services. Donc il va falloir en fait protéger ces informations. Il va falloir aussi éviter d'introduire trop de complexité quand on fait de la sécurité. C'est le gros challenge de la sécurité, c'est que c'est bien de mettre en place des contre-mesures fines, poussées et ainsi de suite, mais il faut d'abord savoir les mettre en place et ensuite il faut les maintenir dans le temps. Donc comment on va pouvoir fournir un service de bonne qualité en termes de sécurité, mais relativement simple à maintenir. Donc pour ça, F5 propose différents outils qui passent par des choses relativement avancées, notamment au niveau de l'antifraude par exemple, ou de la protection contre le déni de service. Le Web Application Firewall qui va permettre justement d'inspecter le trafic applicatif, de détecter aussi quelque chose d'assez simple à mettre en place mais qui évite beaucoup de désastres, c'est de détecter que c'est bien un être humain qui se connecte avec un navigateur sur votre application web et non pas un robot. Et puis un service qui s'appelle IP Intelligence, en fait qui est un service de réputation des adresses internet qui viennent se connecter sur vos applications. On va être capable du coup d'interdire l'accès à l'application si l'adresse qui vient se connecter est comment dire, connue pour avoir déjà généré des attaques ou hébergé des malwares par exemple. Donc là aussi, toujours en s'appuyant sur cette capacité en fait à être une passerelle d'accès, au moment où l'utilisateur va venir se connecter donc sur la machine F5, qui est pour lui en fait le point d'entrée de l'application, on va dérouler un certain nombre de contrôles de sécurité. Donc des choses assez simples, hein, la réputation de l'adresse IP, peut-être du filtrage réseau aussi. Et puis si l'application est vraiment sensible, monter petit à petit dans les couches, notamment en faisant par exemple du WAF et se protéger contre un certain nombre d'attaques qui ciblent directement l'application, détecter les robots et détecter aussi les dénis de service. Donc les dénis de service, c'est pas uniquement j'ai beaucoup de trafic qui vient inonder mon lien d'accès et saturer l'ensemble de mes ressources, ça peut être aussi des attaques qui viennent cibler assez précisément mon application. J'ai une application qui publie un catalogue
je sais pas moi, de pièces détachées par exemple, j'ai un champ de recherche, je vais pouvoir chercher, mes utilisateurs vont pouvoir chercher une référence à travers ce champ de recherche. Ben, si ce champ de recherche est demandé et requêté 1000 fois par seconde, il y a de bonnes chances que mes applications en fait soient saturées. C'est très petit en termes de volume de trafic, donc ça se détecte très difficilement à travers les outils classiques qui font de la détection par volumétrie. Mais par contre, ça a une action destructrice sur les applications et notamment sur la base de données qui est derrière. Donc c'est ce type en fait de sécurité qu'on va adapter uniquement, je dirais, à votre métier ou à votre besoin qu'on va pouvoir mettre en place et peut-être aussi mettre en place de manière assez progressive. Voilà. Je reviens un petit peu sur la partie marketplace. Donc aujourd'hui, l'ensemble des fonctionnalités F5 que je vous ai présentées sont disponibles. Donc tous les modules, donc vous voyez les acronymes en bas, sont disponibles. Donc on est aujourd'hui sur un mode de licensing où il faut apporter sa propre licence. Demain, on sera sur un mode de facturation à l'usage. Et puis toujours cette capacité en fait qu'on a à faire des licences d'évaluation pour justement réaliser des POC, valider que l'architecture que vous aviez en place est bien compatible avec l'application que vous souhaitez publier, qu'elle répond bien à vos attentes, et puis peut-être tester de nouvelles choses, notamment sur la partie sécurité. Je repasse la parole à Pascal pour finaliser cette présentation. Bien, merci beaucoup Nicolas pour l'ensemble de ces éléments. Donc on le voit en fait, la complémentarité entre F5, NeoSSDI et l'offre Azure, elle est vraiment évidente. On a bien compris que tout le traitement des flux applicatifs au niveau de la fiabilisation, de la sécurisation et de l'hybridation, c'était une condition qui était nécessaire en fait à la réussite de projets d'externalisation d'applications dans Azure. Alors, si on veut faire un peu le point sur les différents facteurs clés de succès qui vont nous permettre de garantir que notre projet autour d'Azure et la réalisation du scénario Azure que l'on aura défini va réussir, avec l'expérience, voilà un peu ce que nous on a retenu. D'abord, il faut considérer Azure comme une extension naturelle de son data center ou comme un data center si on est une petite entreprise et évaluer les conséquences techniques et organisationnelles en fait que cela implique. Alors technique, on va voir des choses, on les a pas mal vues en termes de réseau, en termes de sécurité. Il va falloir bien comprendre le modèle de coût, comprendre les inducteurs de coût sans aller pervertir l'architecture et voir aussi les conséquences en termes de process que ça va impliquer. Je paye à la consommation, si je fais tourner mes machines 12 heures sur 24, c'est clair que je vais diviser par 2 ma facture, à condition évidemment que j'ai la possibilité de le faire, mais ça veut dire derrière qu'il faut que j'ai des process d'arrêt, de redémarrage, de supervision qui soient bien rodés. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. En termes de conséquences aussi, de considérer Azure comme une extension de son data center, on va retrouver des éléments qui sont organisationnels. On va se reposer sur une logique de SLA. Et là, on va le revoir un peu après, mais il faut accompagner les équipes techniques où je vais peut-être perdre la main sur l'implémentation technique, puisque finalement, ce que j'achète, c'est un SLA. On me garantit l'exécution de ce SLA en prenant en charge les moyens techniques qui vont bien. C'est pas toujours des choses qui sont simples à expliquer, donc il va falloir accompagner un peu les équipes là-dessus. Et puis, l'offre Azure évolue tout le temps, il y a une kyrielle de nouvelles fonctionnalités qui arrivent, donc mettre aussi là une équipe ou une personne qui va faire la veille technologique. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, en externalisant une partie de la complexité dans Azure, on va libérer des ressources. Si jamais je redéploie ces ressources-là sur une veille technique, sur quelque chose qui peut m'apporter, qui va avoir une valeur ajoutée importante, au final, j'aurai gagné pas mal de choses. Évaluer les besoins en service applicatif, ça a été très bien expliqué, donc autour de ces axes de fiabilisation, de sécurisation et finalement toute cette capacité d'hybridation qu'on va être capable de déployer de la couche IaaS à la couche SaaS en passant par les briques applicatives.
adopter une méthodologie, pragmatique avec une approche progressive. Donc, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Prendre le temps d'intégrer ce nouveau modèle, prendre le temps d'intégrer l'impact, on l'a évoqué, sur les équipes et sur la technologie, et monter en compétence sur cet environnement-là. Notre approche autour d'EPOC là-dessus peut être un vrai sujet intéressant, puisque finalement, après un cadrage relativement léger et des actions techniques précises, eh bien, on est capable de tirer et d'avoir un premier retour d'expérience de ce que pourrait être l'exécution d'un scénario dans votre contexte. Et puis accompagner les équipes IT dans le changement. On a l'habitude de parler de change management pour les utilisateurs finaux, mais ce qu'on déploie là, finalement, ce sont quand même des usages et des outils pour les équipes IT. Donc surtout, ne pas négliger cet aspect-là, autant dans l'aspect culturel des fonctions IT que dans l'aspect organisationnel, que dans l'accompagnement technique. Donc, on a un certain nombre d'ateliers, de qualification et de cadrage qui peuvent vous aider là-dedans. On a une offre autour de 3 ateliers qui sont menés. Le premier atelier va permettre d'expliquer un peu l'état de l'art, ce que c'est que le cloud, ce qu'on est capable de faire dans un cloud de type Azure, de partager des retours d'expérience, et puis après, bien d'identifier vos objectifs et de mettre en rapport vos objectifs avec les capacités techniques d'Azure, et puis bien de proposer un plan projet prévisionnel pour exécuter et dérouler un POC.